Mesdames, Messieurs, bonjour, 30e vidéo. On va parler de la syntonisation. Voilà, yeeking, etc. Et puis après, on embrayera sur autre chose. Vas-y, je t'en prie, regarde-toi. Alors la syntonisation, c'est le terme scientifique pour dire mise en résonance. Donc mise en résonance avec le hack, donc avec la force vive consciente. On va parler de deux techniques de divination qui sont, enfin moi je peux te le dire, c'est avéré, ça fonctionne. C'est le yeeking et le tarot. On va commencer par le yeeking. Ces deux supports divinatoires, si tu sais t'en servir, ben ça fonctionne. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, et je peux te garantir que je peux te le démontrer, il y a des arts divinatoires qui sont complètement, mais c'est complètement bidon. Ça par contre, si tu sais t'en servir, si tu as la bonne méthode, ben, tu pourras faire des petites divinations plus ou moins longue échéance sur 1 mois, 3 mois, 1 an. Ouais. Alors, ce système, donc le yeeking, ce système, il a été étudié en profondeur par des mathématiciens, dont Leibniz, qui est un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Leibniz, c'est un mathématicien, c'est lui qui a trouvé le système binaire. Donc c'est le système qui fait fonctionner tous les ordinateurs modernes de maintenant, c'est-à-dire faire des calculs avec juste 1 et 0. Donc Leibniz, quand il a découvert le yeeking, quand le yeeking est arrivé en Europe, quand il a découvert ça, ben, il s'est aperçu qu'en fait c'était non seulement ça décrit tout le système binaire sur lequel fonctionne l'univers dans son entièreté, mais qu'en plus tu peux créer des mises en résonance, c'est-à-dire des synchronicités. Alors un monsieur aussi qui l'a beaucoup étudié, qui a fait beaucoup de petits travaux dessus, c'est Carl Gustav Jung. C'est un des plus grands psychanalystes avec Freud. Donc Leibniz et Carl Gustav Jung, c'est les deux personnes qui ont un peu rendu ces lettres de noblesse à cet art divinatoire. Alors art divinatoire, ça fait un peu, tu dois te dire, ça fait un peu. Ouais, 10 heures de bonne aventure. De bonne aventure avec la boule de cristal, mais pas du tout. Ouais, je me doute. Il y a, comme je t'ai déjà expliqué, il y a des astrophysiciens qui sont en train de le démontrer. Le futur est préétabli, c'est-à-dire que le présent, comme le hack est axionique et que le temps s'écoule dans les deux sens, ça crée un présent continu. Donc si le futur est préétabli, donc ça veut dire que si tu te mets en résonance, tu peux l'entrevoir partiellement. C'est ce qu'on va démontrer. Alors par contre, pour les gens, c'est-à-dire si tu prends le yeeking et que tu vas un peu te mettre à essayer de faire un peu une petite, tu vas poser des questions, tu vas essayer de faire ta petite divination à toi, ben ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que tu vas le faire à l'état de veille, donc tu vas faire ton tirage du yeeking, ça va te donner n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pour avoir un vrai tirage du yeeking, il faut être en résonance, c'est-à-dire il faut minimum générer un Fudoshin, c'est-à-dire un état de conscience modifié. On ne peut pas se servir du yeeking si on n'est pas dans un état de conscience modifié. C'est pareil pour le tarot. Les 22 lames du tarot, si tu n'es pas en état de conscience modifié, c'est-à-dire si tu n'approches pas de l'illumination, donc on va dire que c'est un état, si tu es semi-léthargique, entre 11 et 14 Hz, aux portes de l'hypnagogie. Si tu n'es pas dans cet état-là, si tu n'es pas en Fudoshin, ça ne marchera pas. Donc on développera ça petit à petit. Alors on va commencer par le Wuji. Le Wuji, c'est le grand rien, ça s'appelle. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, donc le Taiji, ça c'est le Taiji, s'il y a quelque chose, c'est que au préalable, il n'y avait rien. Alors les taoïstes, ils se disent, puisque le Wuji, c'est-à-dire ce hack, cette énergie consciente, elle est éternelle, ça veut dire que tout autour, il y a le Wuji, il y a le grand rien. Le Taiji est entouré du grand rien. Ce qui fait, c'est pour ça que ça fait dire aux taoïstes que l'univers est contenu dans un grain de riz, on peut même dire dans un atome. Parce que malgré la grandeur de notre univers, vu que le néant tout qui l'entoure, là est vraiment, pour le coup, infini, eh ben, par relativité, ça réduit l'univers à un atome. Donc c'est pour ça que les taoïstes disent que l'univers est contenu dans un grain de riz.
Pourquoi? Parce que le Wudi est incommensurable, alors que le Taiji, notre univers, est fini. Les scientifiques savent qu'il a démarré il y a 14 milliards d'années, 13 milliards et demi à peu près. On arrive à peu près à le mesurer en parsec. Donc c'est défini en plus, il y a des contraintes dans les deux sens de chaleur et de froid. C'est-à-dire c'est pas infini dans le froid et c'est pas infini dans la chaleur. C'est 5000 Kelvin de chaleur d'un côté, 18 millions de degrés. Alors 18 millions de degrés, c'est le cœur des étoiles, c'est le cœur des soleils. Et de l'autre côté, moins 273 degrés, c'est le froid absolu. Donc tu vois que quand même le Taiji, notre univers, il est compartimenté. Tu peux pas aller d'un infini à l'autre. Il y a des compartimentations. Par contre, le Wudi n'est pas compartimenté. Le néant, il n'est pas compartimenté. Et comme le Taiji est au milieu du Wudi. Alors le Wudi, c'est quoi? C'est l'antéversus? Non, c'est autre chose. C'est le grand rien. C'est-à-dire, si c'est ce que, oui, il y a le hack dans le Wudi. C'est le grand rien. C'est-à-dire, on va dire que notre univers que tu peux mesurer en parsec, tu peux le réduire à la taille d'un atome et tout autour, le grand rien, lui, il n'a pas de limite. C'est infini. Donc, on est une singularité. L'univers est une singularité. Le hack, l'antéversus, produit des bulles d'espace-temps qui sont compartimentées. Donc ça, les taoïstes l'ont compris depuis 5000 ans. Donc il y a plusieurs... Des Taiji, il y en a des milliards. Voilà. On est dans un multivers. On n'est pas le seul univers. L'antéversus n'a pas produit qu'un univers. Il n'a pas produit que le nôtre. Il en a produit. C'est infini aussi. C'est des milliards de milliards. On vit dans un multivers. Alors, on va décortiquer le Taiji. Taiji, c'est ça, c'est le yin et le yang. Alors là, il y a le yin, on va commencer par le yin. Le yin, c'est la polarité féminine. Et tu vois qu'il y a une tache blanche à l'intérieur qui s'appelle le quan. Quan, ça veut dire défenseur, ça veut dire bienveillant, ça veut dire défenseur, ça veut dire ami. Alors, tu vois que cette polarité féminine, elle est guidée par le quan, donc elle est guidée par un esprit. C'est-à-dire que les femmes, pour synthétiser, qui les guide un esprit bienveillant masculin. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Les femmes sont guidées par un esprit bienveillant masculin, c'est le quan. Les hommes, donc qui est l'esprit, c'est la virgule blanche avec la tache noire. Les hommes, c'est l'inverse. Les hommes qui paraissent être droit, rectitude, loyauté, etc., ben c'est faux. Ils abritent le germe du mal qui est le kuei, qui veut dire malveillant, qui veut dire ennemi, qui veut dire adversaire. Donc on va dire que les hommes sont pilotés par un esprit malveillant féminin et les femmes sont pilotées par un esprit bienveillant masculin. Et je te garantis que ça, petit à petit, je t'en ferai la démonstration. Ah, je te garantis. Les guerres que l'humanité subisse depuis le patriarcat, c'est généré par le kuei, c'est généré par l'esprit malveillant féminin qui habite la psyché des hommes. D'où les femmes qui justement sont pilotées par des esprits masculins. Et donc c'est justement les esprits masculins bienveillants des hommes. C'est pour ça que les femmes sont bienveillantes quelque part. Il n'arrive aucune guerre par rapport aux... Ouais, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu ça. Pour t'expliquer un petit peu mieux, c'est dans les relations, c'est le quan qui séduit les hommes, c'est-à-dire c'est la partie masculine des femmes qui séduit l'homme en face, et vice-versa. Ouais, il se voit en elle quelque part. Voilà, c'est un effet miroir qui se passe. Les femmes, quand l'humanité, au Magdalénien, au Paléolithique supérieur, quand l'humanité était conduite par des femmes, par des chamanesses, des cheffesses de tribu, c'était le matriarcat, ben, il n'y avait pas de problème parce que c'était le quan qui pilotait l'humanité. C'était l'esprit bienveillant féminin qui habite dans la psyché des femmes. L'esprit bienveillant masculin. Et depuis le patriarcat, toutes les guerres que tu vois, donc depuis 5500 ans, à peu près depuis la fin du néolithique, alors selon les civilisations, il y a 8000 ans, 6000 ans, 7000 ans, 7000 ans. Toutes les guerres découlent du kuei, de l'esprit malveillant féminin qui habite la psyché des hommes. Alors là, pour l'instant, tu dois te dire, c'est très abstrait, mais petit à petit, quand on va rentrer dans le taoïsme, tu verras que ça va se révéler à toi comme une évidence. D'accord. Alors, le Yi King,
comme je te l'ai expliqué, c'est basé sur la mise en résonance. C'est-à-dire, si tu génères un état de conscience modifié, il y a 4 niveaux d'intensité, donc Mushin, Fudoshin, Kensho, Satori, en sachant que le Satori est l'illumination profonde, donc en dessous de 3 Hz. C'est l'équivalent de Keter dans la Kabbale juive. Si tu sais générer... Alors Mushin, tu auras une approche un peu partielle. Si tu sais générer un Mushin, tu auras des petites divinations comme ça partielles. Tu risques de te tromper une fois sur 2. Si tu arrives à générer un Fudoshin, c'est mieux. Tu verras que tu auras, on va dire, 8 réponses sur 10 qui vont trouver écho. C'est sûr que si tu arrives à générer un Kensho ou un Satori, là le Yiking va te parler à 100%, toutes les réponses que tu vas demander, tu vas les avoir. Alors, la syntonisation, donc c'est la mise en résonance avec l'antéversus. Une fois que tu sais te servir à la fois du Yiking et que tu sais générer cet état de conscience modifié, eh bien, tu pourras faire des choses exceptionnelles. Chez les mystiques, le Yiking est considéré comme le plus vieux grimoire de l'humanité. Alors, grimoire, c'est un niveau de sorcier. Hein. C'est chez les mystiques, chez les gens qui appartiennent à des sociétés secrètes, le Yiking, c'est avéré, c'est le plus vieux grimoire de l'humanité. D'ailleurs, dans certaines éditions, l'édition Willem, quand tu vas l'acheter en librairie, c'est marqué en préface. Et tous les supraconscients, qu'ils soient kabbalistes ou taoïstes, ils se servent de Yiking puisque c'est la en principe, les kabbalistes vont plutôt se servir de l'arbre séphirotique ou du tarot, parce que le tarot, c'est une manière ludique d'expliquer l'arbre séphirotique. Bon, mais il y a des gens qui préféreront le Yiking s'ils ont une aspiration un peu plus taoïste. Moi, je ne suis pas kabbaliste, je ne suis pas juif. Je me suis intéressé à la Kabbale, je sais déchiffrer l'arbre séphirotique, mais mon aspiration est taoïste, donc je me sers plus facilement moi, du Yiking que de l'arbre séphirotique. C'est beaucoup plus détaillé le Yiking, hein. Il y a 64 degrés, alors que dans l'arbre séphirotique, il y en a 12, en comptant qu'à partir de Malkout, tu rentres à 11 Hz d'activité neuroélectrique. Les taoïstes ont fait beaucoup plus de gradients, ils en ont fait 64. Bon, après, moi je t'avoue, je ne les sens pas. Quand je suis en état de conscience modifié, je ne vois pas 64 gradients, je ne les vois pas. J'en reviens aux 4 chaudrons toujours. Moi, j'arrive à voir 4 états de conscience flagrants. Toutes ces petites subtilités, je ne suis pas assez. Peut-être quand j'aurai 70 ans, je saurai maîtriser les 64 hexagrammes. C'est pour l'instant, non, je ne vois pas autant de. Enfin, je ne les perçois pas, si tu veux. Je ne perçois pas autant de gradients. J'en perçois 4, c'est déjà bien. Et le fait d'en percevoir plus, ça te donne plus de connaissances sur ce que tu veux savoir ou... Ouais, ça affine les réponses. Voilà, ça affine les réponses. Alors, pour te dire, une conversation entre toi et moi, c'est codé. C'est-à-dire, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Quand tu les assembles, c'est un codage. On arrive à se comprendre parce qu'il y avait 26 lettres, on fait des assemblages, on fait des verbes, etc. C'est un code. Là, il y a 64 symboles, c'est des pictogrammes. Et avec ces 60... Bon, parce que tu as 8 x 8, tu vas agencer avec tous ces symboles, tu vas faire 64 hexagrammes. C'est sûr qu'une fois que tu sais te servir des hexagrammes, tu vas voir que c'est beaucoup plus subtil que la langue qu'on est en train de parler, toi et moi. Oui, forcément. Il y a beaucoup plus de subtilité, de nuances, c'est très nuancé. Donc si tu sais te servir du Yiking, que tu sais générer l'état de conscience modifié adéquat, le Fudoshin, et que tu arrives à déchiffrer le Yiking, tu verras qu'il y a des subtilités flagrantes par rapport au codage qu'on emploie tous les deux avec 26 lettres dans l'alphabet. Ouais. C'est beaucoup plus précis. Bon, on va attaquer. Il fallait prendre un symbole à l'époque pour désigner le yin. Alors ils ont pris un trait brisé. Il fallait prendre un autre symbole pour désigner le yang. Ils ont pris un trait plein. Donc trait plein yang, trait brisé yin. Alors quand tu le subdivises, ça crée le Shaoyin et non, je me suis trompé là. Oui, c'est ça. Le Shaoyin et le Tai Yang, le Shao Yang et le Tai Yin. C'est-à-dire tu peux le subdiviser en vieux yin, en jeune yin et vieux yang, en jeune yin et vieux... non, l'inverse, pardon. Bon, bref, ouais, on a compris. Tu peux le subdiviser et en subdivisant encore une fois, tu vas obtenir les 8 trigrammes. Donc Yen, Ken, Kan, Shen, Suen, Di, Tuei. Ah ben j'ai oublié Quen. Je vais le mettre ici. Quen, c'est 3 traits brisés. Donc c'est la terre. Donc Yen, Ken, Kan, Shen, Suen, Di, Tuei, Quen.
Alors tu vas voir, ça part 3 traits pleins, ça c'est le yang, pour arriver à 3 traits brisés, c'est Cohen. Alors, toutes les... ouais, voilà. Alors quand tu les recomposes, c'est-à-dire des hexagrammes, trigramme ça veut dire 3 traits, hexagramme ça veut dire 6, c'est-à-dire qu'après tu peux les recombiner, tous ces signes, tous ces pictogrammes, tu peux les recombiner. Bon, par exemple, je vais t'en donner un qui est très simple, c'est la P. Donc c'est 3 traits brisés, Cohen, 3 traits pleins, Kien, ça donne le Tai, qui veut dire la paix. C'est juste pour te montrer comment on assemble les trigrammes. Tu en mets un dessus, l'autre. Alors, c'est logique en fait. Hein. Ouais, tu en as 64, 8 x 8, 64. Tout part de la subdivision entre yin yang. Donc tu vas avoir deux subdivisions, Ensuite 2 et 2, 4. Donc Ken, Ken, Kan, Chen, Suen, Li, Toi et Quen. Alors pour l'instant, tu dois te dire à quoi ça sert. On ne comprend rien. La manière de l'art divinatoire, je ne peux pas te l'apprendre. Il faudra que chacun aille sur Google ou s'acheter un Yiking. D'abord, il faut le support. Donc, ou tu le télécharges en PDF, ou tu vas te l'acheter dans une librairie. Quand tu as le Yiking devant, avec tes sentences, parce que chaque symbole a une sentence, chaque hexagramme a une sentence, quand tu vas avoir le Yiking devant les yeux, soit par téléchargement, soit le livre en vrai devant les yeux, tu verras qu'il y a une méthode pour faire ton tirage. Ça se fait avec les tiges d'Aquilée entre les doigts, ou ça se fait avec des pièces, avec 3 pièces, pile, face, qui va te donner ou yin ou yang. Une fois que tu vas tirer, tu vas faire tes 6 tirages, tu vas obtenir des symboles, tu vas les marquer tranquillement, et là, quand tu vas aller consulter ton Yiking, tu vas voir que ça te raconte une histoire. Ça va chaque hexagramme va te raconter une petite histoire. Pour les décortiquer, c'est simple, il y a la légende juste à côté. Là, tu n'as pas besoin de te casser la nénette, c'est écrit dans le livre. Donc le plus fastidieux dans cette histoire, c'est d'apprendre à faire ton tirage avec les tiges d'Aquilée. Tu verras, c'est un petit calcul. Ils te l'apprennent, ça prend 1 minute à apprendre. Hein. Mais il faut être devant le livre, il faut que tu sois un petit peu concentré. Tu peux le faire avec les pièces ou avec les baguettes. Alors une fois que tu as appris ça, ça va te prendre 1 ou 2 minutes. Tu prends un papier, un stylo, c'est assez simple. Alors tu vas faire des tirages pour t'amuser ça va rien dire du tout. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas en état de conscience modifié. Tu vas juste t'amuser à déchiffrer ce que tu es en train de faire tes tirages. On appelle ça un oracle. Hein. Si un jour tu l'étudies, si un jour parallèlement au Yiking, tu prends la peine de faire 1 minute de méditation, tu descends ton activité neuroélectrique, tu te mets en résonance avec l'antéversus, ce que je fais, ce que je suis en train d'apprendre sur toutes les autres vidéos. Et à la fin de ta séance de méditation, quand tu prends ton Yiking, là tu vas voir que tu tapes juste. Ouais, ça va te surprendre. Tu vas voir qu'à la fois, ça va te parler du passé récent que tu viens d'avoir, ça va te parler de ta situation actuelle du présent, et ça va te parler du futur proche. Mais ça fait peur même, tu vas te prendre des claques psychologiques. C'est dingue ça. Ouais. C'est juste ce que Carl Gustav Jung, un des plus grands psychanalystes de tous les temps, avait appelé lui la syntonisation, la mise en résonance. C'est-à-dire, comme le futur est prédéterminé, il suffit de se mettre en résonance avec le hack, avec la force vive. Alors il faut un support. Il y en a qui vont utiliser le tarot, il y en a qui préfèrent le Yiking. Pour moi, c'est les 2 seules méthodes de divination qui sont valables, c'est-à-dire qui rentrent avec la mise en résonance. Toutes les autres, elles sont fausses, je te garantis. J'ai essayé les 2 systèmes. En fait, j'en ai essayé plein. Ils sont tous archi faux, sauf le Yiking et le tarot. Le tarot, on l'expliquera tout à l'heure. Alors, si tu as des questions, c'est à partir de maintenant. C'est-à-dire que comme c'est basé sur 1 et 0, comme tu disais, celui qui a inventé le savion, c'est ça? Non, c'est qui a inventé Leibniz. Leibniz, voilà. Voilà. Donc et comme l'univers est mathématique, quelque part, je veux dire, c'est logique tout ça. Quelque part, c'est un peu logique. Ouais, l'univers est mathématique. Il faut juste penser que le futur était déjà préétabli et que ça, c'est un outil avec le Fudoshin pour se mettre en résonance et le voir, quoi, point de barre, quoi. Les Égyptiens anciens... c'est dingue de penser ça. Tar, c'était le grand architecte. D'ailleurs, dans certaines sociétés secrètes, Dieu est appelé le grand architecte, parce qu'il est considéré comme un mathématicien. Tout est fait au quart de micron de millimètre, quoi. Tout est agencé, c'est une Rolex, l'univers.
Donc le trait brisé, yin, tu peux considérer que c'est le 0, le trait plein c'est 1. Donc tout ça c'est du système binaire. Les ordinateurs modernes marchent avec ça, c'est tout simple, c'est un code binaire. Si tu mets ton esprit et ton âme en résonance avec une séance de méditation, que de suite après tu fais un oracle, un tirage du viking, tu vas être surpris. Vraiment, ça va te surprendre. Tu vas dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? On dirait que le livre est vivant. Ah ouais. Encore faut-il arriver à se mettre vraiment en syntonisation quand même. Déjà, si tu arrives à déclencher un mushin, c'est-à-dire si tu arrives à déclencher, on va dire, un état de conscience modifié situé entre 11 et 7 Hertz, c'est assez, on va dire, c'est à la portée un peu de tout le monde quand même. Hein. Une hypnagogie, c'est à la portée de tout le monde. Tu t'y prends comment exactement pour y arriver au mushin à l'instant T? Ton activité neuroélectrique. La respiration, tout ça. Je l'ai expliqué un millier de fois, c'est-à-dire pacifier voilà. ton instinct, ton émotionnel, ton analytique. Bon, le spirituel, j'en parle pas, je le mets en exergue. Tu pacifies ton instinct, ton émotionnel, ton analytique, c'est-à-dire tu fais le vide, la vacuité cérébrale. Voilà, c'est ça, ouais. Tu te détends, tu tranches tous les liens, tu chasses tes soucis, tu chasses aussi les pensées joyeuses, parce que les pensées joyeuses sont aussi te perturbent autant que les pensées négatives. Dans des exercices méditatifs, il faut chasser tout ce qu'il y a dans ton cerveau, dans ton cœur et dans ton instinct. Et comment tu le sais après que tu es en mushin, que tu es arrivé à le but? Tu le ressens. Tu le ressens parce que tu sens l'énergie qui commence à monter. Ça te fait comme un courant de basse intensité. Tu le ressens comme... Est-ce que tu as déjà pris, quand j'étais enfant, je le faisais, les petites piles de 9 volts rectangulaires. Tu le mets sur la langue. Tu vois à peu près le niveau d'électricité. Ce niveau, c'est ce que tu ressens dans ta colonne vertébrale ce que les gens appellent la montée de Kundalini. La montée de Kundalini, quand tu sens ton énergie qui monte de creuset en creuset, si tu es hindouiste, tu vas dire de chakra en chakra, tu ressens l'intensité d'une pile de 9 volts quand tu le mets sur la langue. Tu vas le sentir vraiment, l'énergie qui parcourt ton canal médulaire, ta colonne vertébrale. C'est l'intensité d'une pile de 9 volts à peu près. Donc bien sûr, le curseur, c'est évident, c'est que tu le ressens physiologiquement. C'est pas dans ta tête une invention. Le jour où tu le sentiras, une montée de Kundalini, c'est très déstabilisant au début. Hein. Tu as vraiment l'impression qu'il y a un serpent vivant qui remonte le long de ta colonne vertébrale. Il y en a, ça les fait stopper l'exercice immédiatement, ils ont peur. On dirait qu'il y a quelque chose qui te saisit de chaudron en chaudron, c'est physiologique, il y a des sensations qui sont très fortes. Donc une fois que tu fais ta méditation, la mise en résonance, en fait la syntonisation, c'est juste la vacuité cérébrale. Quand je te dis faire une syntonisation, une mise en résonance, c'est juste faire le vide dans ta tête. Si tu fais le vide dans ta tête, la force vive consciente prend les commandes de ton système cérébrospinal. Quand tu fais le vide, elle te remplit. Faire le vide de ton ego te remplit de force vive consciente. Une fois que tu as fait ce travail, bon après il y a 4 gradients, je te l'ai dit, hein, ça part de Mushin, Fudoshin, Kensho, Satori. C'est-à-dire au plus la graduation sera élevée, au plus tu auras de chances de faire des oracles satisfaisants. Alors, quelqu'un, c'est-à-dire des supraconscients ou des mystiques de haut niveau, n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire moi ça, je m'en sers plus depuis une quinzaine d'années. Je me suis servi de ça pour travailler les syntonisations. C'est un bon support pour t'apprendre à travailler la syntonisation, la mise en résonance, la vacuité cérébrale. Mais moi ça fait une quinzaine d'années que je m'en sers plus parce que quand tu as un accès infrascopique, tu n'as plus besoin de support. C'est-à-dire tu communiques directement avec ton 4e creuset et avec le hack, avec l'antéversus. Tu n'as plus besoin de ça. Je m'en suis servi pendant des années. J'ai abandonné ça il y a 14 ou 15 ans. Par contre, pourquoi je te le propose, c'est que ça m'a vraiment aidé. Dans ma démarche ésotérique, c'est un des meilleurs supports. L'arbre séphirotique aussi, tu peux le faire en parallèle. Moi, je pense que la Kabbale juive, quand tu veux apprendre cette discipline, si tu veux vraiment apprendre la vacuité cérébrale, la syntonisation, cette mise en résonance, la Kabbale juive et le taoïsme, c'est 2 bonnes voies pour y parvenir. Ah ouais, tu l'as dit depuis le début. Hein. Alors, ça, ce qu'il y a, c'est que c'est ludique. Quand tu vas apprendre le yiking, que tu vas commencer à composer tes hexagrammes, à faire tes tirages tout seul, tu verras que c'est ludique. C'est-à-dire, là où apprendre pour toi, c'est fastidieux, tu vas voir que là, c'est presque amusant. C'est
C'est une manière d'apprendre à faire tes syntonisations sans t'en rendre compte. Parce que des oracles, une fois que tu as pigé le coup, que tu vas rentrer dans le système du Yiking, tu vas voir que tu vas multiplier les oracles, tu vas avoir envie d'en faire, en refaire, en refaire. Si tu le fais correctement, c'est-à-dire si tu fais un tirage du Yiking sans faire de méditation avant, 0 pointé. Si tu fais 30 minutes, 40 minutes de vide en toi, une méditation, que tu sens que ça commence à porter ses fruits, tu fais de suite un tirage du Yiking, ça va te surprendre. Tu vas voir que ça va te parler de ton passé récent, ton présent et ton futur proche. Il s'agit de toi, ça t'apprend des choses sur toi. Sur toi, pas sur les autres. Toi. Ben, si, tu verras que... Oui, enfin, moi qui soit relié à toi. Si, tu verras, parce que c'est tellement détaillé, comme il y a 64 hexagrammes, tu vas même voir tes enfants, ta belle-fille, ta femme, la belle-mère. C'est tellement détaillé, tout est cartographié dans le Yiking. Quand tu te mets en résonance, une synchronicité, ça marche, c'est basé sur les synchronicités. Est-ce que tu sais c'est quoi une synchronicité? C'est une conjoncture de quelque chose. Où il y a deux occurrences impossibles. Voilà. Alors, par exemple, pour t'expliquer une synchronicité, c'est un jour, Carl Gustav Jung, il y a une patiente qui vient le voir. Et elle lui explique, elle est en train de lui expliquer pendant la consultation qu'elle a fait un rêve où il y avait un scarabée qui venait, qui se posait sur elle, elle le chassait, le scarabée faisait que revenir sur elle, et lui explique que c'est un symbole de mort, que c'est lié à telle chose. Bon, il rentre dans la psychanalyse, et la fenêtre était ouverte, qu'est-ce qui arrive? Un scarabée qui se pose sur le bureau entre la patiente et Carl Gustav Jung. Ça, c'est une synchronicité, c'est-à-dire au moment où tu parles d'une chose, qu'il arrive un scarabée alors que tu es en train de parler d'un scarabée, ça c'est une synchronicité. C'est-à-dire les deux occurrences sont impossibles. Pour que ça arrive, on appelle ça des clins d'œil mystiques ou un clin d'œil divin. Comme l'éclipse, l'histoire de l'éclipse. Voilà, c'est pareil. Ça rentre dans les synchronicités. Alors quand tu te mets en résonance, alors pourquoi ça avait marché avec Carl Gustav Jung? Parce que le fait d'être concentré sur une conversation qui touche un sujet en psychanalyse, le fait d'être concentré sur un sujet unique, tu baisses involontairement ton activité neuroélectrique parce que tu ne penses qu'à une chose. Ils étaient en train de focaliser sur un scarabée, clin d'œil mystique, un scarabée arrive et se pose sur le bureau. Ça, c'est une synchronicité. Il faut réussir à générer ça quand tu fais un tirage du Yiking. Il faut que tu pacifies ton esprit et ton âme, tu baisses ton activité neuroélectrique, tu fais un tirage, ça va te surprendre. Moi, les premiers tirages que j'ai fait du Yiking, je me prenais des claques psychologiques. Je restais comme ça pendant 1 heure, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? J'avais vraiment l'impression que le livre s'adressait à moi. Si tu sais bien t'en servir du Yiking, ça va te surprendre. C'est aussi déroutant que si tu sais bien te servir des lames du tarot. Alors les gens ne le savent pas, le tarot ça ne s'utilise pas tel quel. Donc toutes les voyantes pareil, il faut être Fudoshin. Tous les voyants, non mais autre chose. Tous les voyants et toutes les voyantes qui reçoivent chez eux, qui font des consultations avec le tarot, ça ne marche pas comme ça. Non seulement il faut être en état de conscience modifié, mais la deuxième chose, il faut se servir de l'arbre séphirotique. Et les voyants autoproclamés ne le savent même pas. Il y a une liaison avec l'arbre séphirotique. Il faut savoir tous les gradients. Si tu ne le connais pas, c'est-à-dire si tu vas chez un médium autoproclamé qui te fait un tirage du tarot, si tu vois qu'il ne consulte pas l'arbre séphirotique à côté, c'est qu'il ne sait pas le faire. Non seulement il faut être en état de conscience modifié, mais il faut regarder après le rapport qu'il existe avec l'arbre séphirotique. Et je te garantis que 99,9% des médiums autoproclamés ne savent pas le faire. Bon, alors là, on va parler carrément de l'arbre séphirotique, de la Kabbale, et tu vas faire un peu le rapprochement, le parallèle, quoi. Avec, Alors, tout à l'heure, on a abordé le Yiking, qui est taoïste. Le Yiking, c'est un des 3 livres majeurs du taoïsme. Il y a le Yiking, le Tao Te Ching et le Chuang-Tzu. Donc le Yiking, c'est la partie divinatoire, parce que dans le taoïsme, on te donne la recette pour connaître un peu ton avenir, partiellement. C'est quelques accès furtifs sur ton avenir, sauf sur des supraconscients. Là, vraiment, ils auront cartographié qu'est-ce qui va se passer. Et avec un petit niveau, déjà, tu auras une approche partielle. Alors là, j'ai refait avec mes talents de dessinateur, j'ai fait l'arbre séphirotique. Je vais te donner le parallèle pour ceux que ça intéresse. Donc pour les gens qui sont
intéressé par les arts divinatoires. Alors je le répète, il y a deux choses qui marchent sur la planète pour faire de l'art divinatoire. C'est le I Ching taoïste et le tarot, les lames de tarot. Mais il faut savoir s'en servir. Donc les 22 lames du tarot décrivent en fait un arbre séphirotique et son contrependant négatif. Donc l'arbre séphirotique positif pour aller du royaume, c'est-à-dire de l'état de veille sur la planète, jusqu'à Keter. Et ensuite jusqu'à l'enfer, parce que quand tu inverses l'arbre séphirotique, c'est exactement pareil, mais du côté négatif. Donc là, on va traiter le positif, là, c'est notre royaume, c'est le plan médian, et ça, c'est tout ce qu'il y a négatif. Ça décrit exactement les 22 lames du tarot. Alors, c'est toujours la même histoire. Si tu prends tes 22 lames du tarot, que tu achètes un petit livre pour faire tes consultations, que tu veux savoir comment ça fonctionne, ben, tu ne feras rien du tout. Tu vas faire des tirages comme ça qui vont être ludiques. Tu vas t'amuser, mais tu n'auras pas vraiment de divination, encore moins de prophétique. Alors, la différence entre le divinatoire et le prophétique, le divinatoire c'est lié à ta vie, à ton karma individuel. Le prophétique c'est lié au karma collectif, c'est lié à l'humanité. Donc tu n'auras ni du divinatoire ni du prophétique si tu ne sais pas te mettre en résonance. Donc si tu n'arrives pas à générer un état de conscience modifié, tu pourras faire autant de tirages du tarot que tu veux, ça ne servira absolument à rien. Alors tout à l'heure je t'expliquais que pour faire un vrai tirage du tarot, il faut s'aider de l'arbre séphirotique. Donc c'est simple, c'est pareil, tu vas sur Google ou tu vas t'acheter un livre, les livres qui traitent de ça, et tu verras que chaque lame du tarot a un rapport avec les sphères, donc les séphirotes de l'arbre séphirotique. Donc quand tu agences ton tirage du tarot, si tu ne sais pas à quoi ça correspond dans l'arbre séphirotique, eh ben, ça ne sert absolument à rien. Et encore plus, si tu ne sais pas te mettre en état de conscience modifié, ça ne servira aussi à rien parce que tu ne seras pas mis en résonance. Les deux supports qui peuvent te permettre de faire un peu de divinatoire, un peu de prophétique, c'est le I Ching et le tarot, mais il faut se mettre en résonance. Il faut atteindre au moins le Mushin ou le Fudoshin, c'est-à-dire il faut être entre 7 Hz et 11 Hz d'activité neuroélectrique. Ensuite, une fois que tu as fait ta séance d'une trentaine, quarantaine de minutes, que tu fais un tirage du tarot ou que tu fais un tirage du I Ching, là tu auras 99% de chances que ce soit avéré. Pourquoi? Parce que tu auras utilisé la synchronicité. C'est quelque chose qui est très dur à accepter pour les scientifiques et pourtant ça existe. La synchronicité, c'est classé dans les statistiques comme occurrence nulle, ça ne doit pas arriver et pourtant ça arrive. Alors tu sais par exemple, c'est ce que les taoïstes appellent fou, F-U, fou qui veut dire, ça veut dire à la fois éternel, ça veut dire retour, ça veut dire immuable, ça veut dire quelque chose qui revient tout le temps, c'est immuable. Alors dans les synchronicités, il y a des choses qui arrivent, les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer. C'est par exemple, je vais te dire tout le long de l'histoire, par exemple au XVe siècle, un monsieur qui s'appelle, en France, je te parle d'un exemple basique, au Moyen-Âge, au XIVe, au XVe siècle, le monsieur va s'appeler Jean, il va se marier avec une femme qui s'appelle Geneviève, il va avoir 3 enfants, il va les appeler 3 prénoms différents, il va s'acheter une maison dans telle rue, etc. Et si tu enquêtes sur des plans de vie, des destins comme ça, tu vas t'apercevoir qu'au XIXe siècle, il y a eu aussi un monsieur qui s'appelait Jean, qui a eu une femme qui s'appelle Geneviève, ils ont eu 3 enfants qui s'appellent exactement pareil, ils ont acheté une maison dans la même rue, etc. etc. Au XXe siècle, ça se reproduit, encore un monsieur qui s'appelle Jean, qui va se marier avec une fille qui s'appelle Geneviève, qui va avoir 3 enfants le même nom, qui va racheter cette maison, c'est des plans indéfinis, ce que les taoïstes appellent fous. Ça, c'est des synchronicités, c'est des synchronicités karmiques, on dirait, pour les scientifiques, eux, ils pensent que l'histoire bégaye. On dirait pour eux que l'histoire, sans cesse, c'est un éternel recommencement. En fait, c'est exactement ça. C'est le hack a des plans de construction qui sont à peu près tout le temps identiques. C'est basé sur les 64 configurations de l'hexagramme. Il y a 64 manières d'organiser des destins. Eh bien, c'est tout le temps, ça revient. C'est tout le temps, c'est indéfini. Et si tu achètes des livres sur la synchronicité, alors qui c'est qui s'en est, tu verras que ça apparaît, qui c'est qui s'en est aperçu? C'est par exemple des gens comme Jung ou Freud ou certains autres psychanalystes modernes, c'est à cause des archétypes, des cartes. Les psychanalystes, quand ils reçoivent des patients, ils font une carte. Le nom, le prénom, le nom des enfants, le nom du conjoint,
l'archétype psychologique de la personne, plutôt comme ça, plutôt une tendance, on va dire, schizophrénique ou paranoïde ou autistique. Il y a toujours une cartographie de la personne. Eh bien, des psychanalystes, en faisant des milliers de fiches sur des milliers de patients, et surtout en consultant les recueils qui dataient du 19e siècle de Jung ou de Freud, ils ont découvert qu'il y a des choses qui reviennent perpétuellement. C'est dingue ça. Ouais. Parce que tu t'aperçois, enfin, ça amènera à penser que tout est un film produit par le hack quelque part, et c'est comme ça. Tout est prédéterminé. Tout est prédéterminé. Ouais. Quand tu rentres là-dedans, tu t'aperçois, c'est pour ça que certaines personnes, moi je leur donne raison, certains physiciens qui commencent à dire que le futur est prédéterminé, ils ont raison à 100%. Le hack, la force vive consciente, elle a bâti le passé, elle bâtit ton présent, mais elle est déjà dans plusieurs milliards d'années, elle a déjà constitué ce qui te paraît pour toi des siècles. Au niveau du hack, c'est des milliardièmes de secondes, c'est-à-dire on n'a pas la même évolution dans le temps entre l'antéversus, qui est un présent continu où le temps s'écoule dans les deux sens, et notre univers de cause à effet. C'est un principe qui est très dur à comprendre pour un cerveau de sapiens sapiens, mais le hack, la force vive consciente, a déjà bâti le futur. Elle est déjà en train de bâtir le futur dans plusieurs millions, plusieurs milliards d'années. Ouais, avec ces synchronicités qui se répètent dans le futur. Oui, parce que le hack a une manière de construire les destins qui est tout le temps identique. Alors, des fois, ça revient. Alors, il y a des psychanalystes qui font beaucoup de cartes, qui aiment beaucoup cartographier les individus, sont aperçus que quand ils consultent des vieux cartons qui appartenaient à Jung ou à d'autres psychanalystes, ils se sont aperçus qu'il y a des destins qui reviennent indéfiniment. Alors, non seulement ça revient parce que, en fait, comme ta conscience est éternelle, c'est-à-dire ton entité organique, elle est périssable, mais ta conscience, les 4 creusets qui composent ton être, sont immortels, impérissables. Et comme en plus les véhicules célestes marchent par affinité, ça reconstruit indéfiniment les mêmes choses. Donc ça arrive souvent. Les gens qui s'en aperçoivent aussi, c'est les gens qui font les arbres généalogiques. En remontant dans leur généalogie, parfois, c'est pas tout le temps, ça arrive, ils s'aperçoivent que l'arrière-arrière-arrière-grand-père s'appelait comme tel, a eu les enfants les mêmes noms, a eu habité dans telle rue, a rencontré sa femme à telle ville, pareil que plusieurs siècles après. Les destins sont prédéterminés. C'est dingue. Ouais. Ça fait drôle. On appelle ça la synchronicité. Ouais. Alors, qui s'en est aperçu aussi, c'est un médecin célèbre du Moyen-Âge, c'est Paracels. D'ailleurs, le premier qui a mis en évidence ce phénomène, c'est Paracelsus, qui était un médecin du Moyen-Âge, un Suisse. Ensuite, il y a Jung, ensuite il y a Leibniz, qui est un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Les gens qui se sont penchés sur les synchronicités, ils sont tombés de l'armoire. C'est absolument hors du champ de conscience des scientifiques. Ils se demandent comment ça existe, et pourtant ça existe. Va leur faire comprendre à des scientifiques que la force vive consciente est axionique, qu'à la fois elle évolue dans le passé et dans le futur. Ouais, ils n'y croient pas trop, quoi. Ils sont obligés de constater que c'est vrai. Ils veulent la preuve par A plus B. Et eux, ils te disent, mais ça arrive une fois tous les 1 milliard. Ben non, ça n'arrive pas. C'est vraiment, il y a trop d'occurrences. Pour que le monsieur ait le même prénom que la femme, que les enfants, que ça arrive plusieurs siècles après, il y a trop d'occurrences. Il y a des destins comme ça, comme les Kennedy, tout ça, ils ont des destins un peu spéciaux. Lincoln, très apparenté avec le destin de John Fitzgerald Kennedy et le destin d'Abraham Lincoln sont très similaires. Ah ouais, c'est entendu. Ça rentre dans les synchronicités. Ils avaient des secrétaires qui s'appelaient pareil, ils sont allés dans telle ville, ils se sont fait tuer tous les deux. Et on s'aperçoit que si on n'est pas initié à tout ça, on ne connaît rien de rien, quoi. Il suffit de s'intéresser. Ouais, mais la plupart des gens qui ne sont pas très spirituels, qui ne s'intéressent pas à ça, qui sont très matérialistes, ils passent à côté de tout, quoi. Ouais, mais surtout, c'est que ça ne les intéresse même pas, parce que même si tu leur montres, regarde ce qui s'est passé, ils vont l'écouter, ils vont te dire oui, c'est vrai, et après ils vont te dire et alors ils s'en foutent, il y a des gens que ça ne les touche pas du tout. Ah, ça boulegue un peu quand même, comme on dit. C'est la base fondamentale de l'ésotérisme, c'est ça, c'est-à-dire tu rentres dans des choses qui relèvent presque de la magie. On est tellement nous cartésiens, c'est tout carré chez l'esprit des sapiens sapiens. Dès que tu sors un peu de cette frontière cartésienne, ça passe pour de la magie.
Et pourtant, ça existe. Les synchronicités, c'est avéré. Les synchronicités ne rentrent dans aucune statistique. Statistiquement, ce qui arrive, c'est impossible. C'est comme exactement les éclipses. Une éclipse lunaire, dans l'univers, ça ne se peut pas. Il n'y a aucune planète qui peut avoir un satellite avec la taille au ratio 400, avec un éloignement au ratio 400 de son étoile. C'est impossible. Mais oui, c'est bizarre quand même. Une éclipse lunaire au micron, quand ça fait la couronne, ben, c'est un clin d'œil du bon Dieu. Parce que techniquement, ça ne peut pas arriver dans l'univers. Notre Lune, qu'elle soit 400 fois plus petite pour un observateur terrestre et qu'il y ait un ratio de distance fois 400, c'est impossible. C'est-à-dire l'accrétion, quand elle a eu lieu, quand la gravité a créé la rotondité de la Lune pour arriver au millimètre, que ce soit l'éloignement exact à 400, un ratio de 400 du Soleil, avec l'éloignement requis, 300 000 km de la Terre, etc., ça ne se peut pas. C'est un clin d'œil mystique. Le bon Dieu, il a placé la Lune, vraiment, c'est un clin d'œil. Là où il voulait, quoi. Ouais, à chaque fois que tu vois une éclipse lunaire, c'est le hack qui te fait un clin d'œil. Ah ben donc, je les verrai autrement. Là, je fais juste une approche partielle, on y reviendra dessus, on rentrera en profondeur sur le Yiking, on rentrera en profondeur sur l'arbre séphirotique. Là, c'est juste pour montrer que les gens qui se lancent dans de l'art divinatoire pour le tarot, s'ils ne maîtrisent pas l'arbre séphirotique, et s'ils ne rentrent pas en état de conscience modifié, ça ne servira à rien du tout. C'est-à-dire, ce sera juste un petit amusement, et c'est comme s'ils faisaient une réussite, ou s'ils jouaient à la bataille. Ouais. Alors, quand on voit les cartes de The Economist, ce sont des kabbalistes qui se servent de l'arbre séphirotique et du tarot pour Non, pas spécialement. L'arbre séphirotique et le tarot, ce sont des supports pour les gens qui ont un terrain fertile à la supraconscience, ce sont des intuitifs. Et quand tu es un supraconscient, tu n'as plus besoin de support. Un supraconscient, lui, sa séance de méditation, elle va être très suffisante pour entrevoir du divinatoire, du prophétique. Il n'a plus besoin de ça. Moi, je te l'ai expliqué, c'est des supports, je ne m'en sers plus depuis une quinzaine d'années. Ils sont initiés de cette manière-là. Voilà, mais par contre, j'ai reconfiguré mon esprit, j'ai acquis l'esprit transcendantal grâce à l'arbre séphirotique, grâce au Yiking, grâce à des bonnes lectures, je te l'ai dit, des lectures à haute intensité spirituelle. C'est-à-dire, si tu te lances dans le tarot, il faut que tu te lances dans la Kabbale juive. Si tu te lances dans la Kabbale juive, tu vas apprendre ce qu'est l'arbre séphirotique. Tu sauras que c'est une question de gradient d'intensité. Tu pars de 11 Hz à Malkout pour arriver à Keter à 1 Hz d'activité neuroélectrique. Tu vas comprendre que tout est basé sur la vacuité cérébrale. Donc tu vas comprendre qu'il faut développer quoi? L'esprit transcendantal. Et quand tu développes ton esprit transcendantal, tu sais te servir après des lames du tarot. Parce que le tarot, il y a 22 cartes, 22 lames. Les 22 cartes, c'est l'arbre séphirotique 11 et 11, l'arbre séphirotique positif et l'arbre séphirotique négatif. Donc tu vas avoir des bons tirages, des mauvais tirages. Si tu sais pas, si quand tu rentres dans le tarot, si tu connais pas les bases fondamentales de la Kabbale juive, de l'arbre séphirotique, et tu ne sais pas te servir de ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc peut-être aussi, si certaines personnes vont regarder la vidéo et qu'elles ont l'habitude de faire des tirages du tarot, elles vont s'apercevoir qu'elles ne font qu'effleurer cette discipline. Le tarot, je vais t'expliquer pourquoi le tarot. À la base, le tarot n'existait pas, c'était l'arbre séphirotique qui existait. Mais il y a eu tellement de persécutions, le peuple juif a subi tellement de persécutions qu'au Moyen-Âge, ils se sont sous-marinés. Ils ont créé les lames du tarot pour ne pas dévoiler l'arbre séphirotique. C'est un enseignement ésotérique de rabbin en rabbin. Et s'il y avait des descentes dans une taverne ou n'importe où, et que les autorités de l'époque trouvaient des jeux de cartes, le tarot, ça passait à l'as. C'était tranquille. Par contre, s'ils trouvaient des croquis avec l'arbre séphirotique, les gens passaient pour des sorciers, ils étaient brûlés, ils étaient pourchassés, persécutés. Alors ils se sont sous-marinés, ils ont créé ce jeu de cartes qui apprend en fait le cheminement de Malkout à Keter. C'était ludique, et quand les autorités débarquaient dans une taverne ou dans un village qui perquisitionnaient, ils ne comprenaient rien, ils voyaient des cartes et ça passait à l'as. C'était un camouflage, c'était cryptique, c'est arrivé jusqu'à nous, mais c'est une bonne manière, comme le Yiking, d'apprendre l'esprit transcendantal. En utilisant régulièrement les lames du tarot, en allant regarder les conversions dans l'arbre séphirotique, ça te fait plonger dans la Kabbale juive, ça te donne l'esprit transcendantal. C'est pareil que pour le Yiking.
Donc là, c'est juste une petite vidéo transitoire. On rentrera en profondeur après dans l'arbre séphirotique, on rentrera en profondeur dans tout ce qui constitue la substance de la Kabbale juive, et on fera pareil pour le taoïsme. Aujourd'hui, c'était juste une approche de surface pour faire comprendre aux gens qu'il y a deux manières de faire un petit peu de divinatoire avéré. Si tu es en état de conscience modifié, et si tu sais à quoi tu as affaire, et si tu connais les conversions, si tu sais à quoi ça se rapporte, que telle séphira, telle sphère de conscience se rapporte à telle lame du tarot, par exemple, la Merkaba, dans le tarot, c'est la lame numéro 7, le chariot. Alors, un jour, je te dessinerai la lame du tarot, le chariot, tu verras que c'est une Merkaba. Ça t'apprend la polarisation, ça t'apprend beaucoup de choses. Mais il faut rentrer dans la substance qui nourrit cette discipline. C'est faire du tarot, acheter un jeu de tarot et faire un tirage au tarot égyptien, ça ne te servira à rien si tu ne sais pas faire les conversions avec les séphirotes. Il faut savoir convertir ça en séphirotes, il faut regarder à quoi ça correspond, sinon ça ne te donnera rien du tout. Les gens qui consultent ça, les médiums autoproclamés, moi je voudrais bien savoir ce qu'ils en retirent parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Tu racontes des bêtises, c'est ceux qui disent. Voilà. Bon, ben écoute, c'est bien. C'est une vidéo quand même vachement intéressante. Et mon prochain achat, ce sera donc le Yiking. Le Yiking et puis le tarot, tu verras que on prendra un jeu de tarot et je t'expliquerai carte par carte la symbolique liée à l'arbre séphirotique. Ouais. Et si tu es en état de conscience modifié, tu verras que tu peux faire du divinatoire. À 80-90%, les tirages que tu feras en état de conscience modifié, ils seront avérés. Tu verras que les petites choses qui vont sortir, plusieurs semaines ou quelques mois après, ça va t'arriver. Après, il faut l'interpréter le tarot parce que c'est jamais que des cartes. Pour l'interpréter, c'est l'arbre séphirotique. Voilà. Chaque lame se rapporte à une séphira. Les séphirotes, c'est l'agencement de 11 Hz à 1 Hz. Chaque séphira, chaque sphère, chaque lame se rapporte à une séphira, à une sphère. Et ça veut dire quoi? Quelque part, quand tu veux savoir quelque chose dans ta vie qui peut t'arriver, comment tu le traduis tout ça? Il faut se mettre en état de conscience modifié. Ah, c'est voilà, parce que tu es en état de conscience modifié. Alors, je te le dis depuis le début. Oui, bien sûr. Tu fais une séance de vacuité cérébrale. Donc ça t'apparaît, quoi, point barre. Non, tu poses ta question. Ouais, tu poses ta Il y a une question dans ton subconscient, tu la génères, tu passes à pensée unique, tu fais ta vacuité cérébrale, tu vas baisser ton activité neuroélectrique et tu vas garder en toi la question qui te taraude. Et tu verras que quand tu finis ta séance, que tu te serves du Yiking ou de l'arbre séphirotique ou des lames du tarot, tu as le même résultat. Ouais, tu auras les mêmes résultats parce que tu crées ce qu'on appelle une synchronicité, une mise en résonance, une syntonisation. Si tu sais t'en servir, alors les gens que ça fait rire, parce qu'il y a des gens qui te disent oh, c'est des bêtises tout ça, ben, tu les orientes sur Carl Gustav Jung, un des plus grands psychanalystes de tous les temps, tu les orientes sur Leibniz, un des plus grands mathématiciens de tous les temps, tu les orientes sur Paracels, un des plus grands médecins de tous les temps. Et tu verras, ce n'est pas des rigolos, c'est des gens qui ont fait des livres sur ça, sur la synchronicité, la mise en résonance, la syntonisation. C'est avéré, c'est une science. C'est clair, parce que de toute façon, le monde tourne comme ça, même, je pense. Hein, c'est une science mystique, mais c'est une science quand même. Ouais. C'est lié aux sciences merkabiques. Ouais. Donc tu aperçois que tous les gens influents maîtrisent les sciences merkabiques. Je te l'ai expliqué des centaines de fois. Mais c'est la preuve, de plus en plus, on voit la preuve de tout ça, quoi. Les 20 ou 25 plus gros consortiums mondiaux actuels, les trusts qui se sont liés entre eux, tous ces grands consortiums, sont administrés par des mystiques ou des supraconscients. Et je te le garantis que c'est la vérité. Il y a les 20 plus grosses fortunes mondiales qui dominent la planète, l'élite, délèguent leur fortune à des consortiums, à des conseils d'administration qui sont gérés par qui? Des mystiques et des supraconscients. Et je te le garantis que c'est la vérité. Le monde dans lequel on vit est dirigé par des mystiques et des supraconscients. Et c'est comme ça. Il se cache bien de le dire, quoi. Bien sûr, ils vont pas te le dire. D'abord parce que si les gens arrivaient d'un coup à comprendre la vérité, si on leur montrait, ils tomberaient de leur mort. Et ça dynamiterait leur réalité. C'est Tous clair. ceux qui prennent pour acquis, ça le dynamiterait, ils en perdraient la raison.
faut y aller doucement, doucement. Et puis le fait qu'il y ait des supraconscients, tout ça, c'est comme si quelqu'un était un peu... c'est comme si tu prends le départ du Tour de France et que tu n'es pas chargé, quoi. C'est pas la peine de le prendre, quoi. Donc si tout le monde est chargé, il n'y a plus personne qui gagne. En fait, tout le monde est au même niveau. C'est pour ça qu'ils ne le disent pas. L'élite mondiale, si elle dévoilait la recette de la supraconscience, elle perdrait tous ses privilèges. C'est clair, voilà. C'est pour ça qu'ils disaient. Ils décrédibilisent ça au maximum pour... voilà. C'est clair, tu sais, en ce moment, maintenant. Google et YouTube sont inondés de concepts anthroposophiques ou théosophiques, donc issus de Blavatsky ou de Steiner. Pourquoi? Parce que c'est des groupuscules d'extrême droite qui inondent d'intoxication psychologique et de fausseté sous couvert de théosophie et d'anthroposophie. Ils inondent les réseaux sociaux, YouTube, etc., pour que les gens justement ne découvrent pas la vérité liée à l'arbre séphirotique, au Yiking, à la supraconscience. C'est-à-dire ces groupuscules qui travaillent pour l'élite mondiale, qui sont ou d'extrême droite ou néo-nazis, qui travaillent essentiellement pour les amalécites, ce qu'on appelle les reptiliens, donc ceux qui utilisent leurs facultés reptiliennes, c'est pas des lézards. Oui, on sait ça. Ces groupuscules, ces petites officines qui manipulent les réseaux sociaux dans le but de tenir les gens hors de la vérité. Ouais, ils te divulguent quelques trucs qui font sensation, des faussetés. Tu crois être initié, en fait, tu es initié à que dalle. Tu es initié à que dalle, tu rentres des cristallisations cérébrales dans ton esprit, ça va rentrer en fermentation, et c'est le chemin inverse de l'illumination. Alors là, je t'ai montré un rapport qu'il existe avec les hindouistes, c'est Tama, Raja, Sattva. Alors quand tu prends un arbre séphirotique positif et son contrependant négatif, Raja, qui veut dire dynamique, qui veut dire puissance, c'est Malkut, c'est le monde dans lequel on évolue. Sattva, qui veut dire le spirituel, c'est l'arbre séphirotique positif. Et Tama, qui veut dire le minéral, la pesanteur, la lourdeur, le pessimisme, c'est l'arbre séphirotique inversé. C'est-à-dire, de toutes les manières, toutes les correspondances ésotériques que tu vas faire entre toutes les religions, elles parlent toutes de la même chose. Un arbre séphirotique complet, donc avec son contrependant, il est illustré par Tama, Raja, Sattva. Et je peux te le faire avec le bouddhisme, et je peux te le faire avec toutes les voies ésotériques de toutes les religions, elles se correspondent. La vérité, c'est la vérité. Ça fait découvrir la supercherie, du coup, de la religion dogmatique, quoi. Puisque toutes les religions partent de ça, de la supraconscience. Et après, tout a été bâti là-dessus pour que, justement, cacher tout ça, quoi. Ouais. Donc, ça te fait comprendre que, surtout, la différence qu'il existe entre ésotérique et exotérique. Exotérique, c'est la lecture de surface sans pénétrer le texte. Et le SOD, la lecture ésotérique des textes, ça te fait rentrer dans le sens caché des Écritures. Et quand tu deviens supraconscient, un des siddhis que tu vas récupérer, c'est le sod. Dans l'islam, ça s'appelle le batin. C'est-à-dire que tu as la faculté, chaque paragraphe, de comprendre ce qu'a voulu écrire le gars qui a fait ça. C'est-à-dire que tu pénètres vraiment le sens du texte. Si tu vas lire, tu lis le Coran avec le batin, c'est pas les mêmes révélations que si tu le lis comme ça en surface. C'est pareil avec la Torah, c'est pareil avec la Bible. Les évangiles, quand tu le lis avec le sens caché des Écritures, ça ne parle que de Merkaba, de supraconscience. Alors que si tu le lis comme ça te parle juste d'apôtres, c'est un peu semi-légendaire comme ça. Un jour, je te prendrai les évangiles. C'est assez court, dans la Bible, les évangiles, c'est à la fin, c'est un petit recueil. Je te dévoilerai ce que ça veut dire avec le sens caché des Écritures. Tu vas t'apercevoir que ça n'a rien à voir avec la lecture de surface. Ouais, je me doute. Quand tu vas dans les évangiles, qu'on te décrit la Jérusalem céleste, qui est dans le ciel, qui est brillante de 1000 feux, 144 000 coudées, donc ça veut dire 2200 km. Alors quand on te décrit 2200 km, un cube avec 2200 km d'arête, donc tu vois que c'est gigantesque, que ça te décrit quoi? Une conscience merkabique. Alors une conscience merkabique, c'est le seuil ultime dans notre univers de cause à effet, c'est le seuil ultime des êtres. Tu passes de organique, tu vas passer à semi-éthérique, et en fin de processus, au bout de plusieurs millions, plusieurs milliards d'années, tu deviens une conscience merkabique. Alors quand on te décrit dans les évangiles
la Jérusalem céleste qui est cubique, qui est luminescente, qui est rotative, ça te décrit une conscience merkabique, ça te décrit en fait la conscience christique. Quand on te dit atteignez le royaume des cieux, c'est juste atteignez votre conscience christique pour pouvoir aller. Un Métatron est une conscience christique. Dans la Kabbale juive, le Métatron est une conscience christique. Il faut avoir le sod pour comprendre ce genre d'écriture. Métatron et Shakina, c'est les cubes contrarotatifs, c'est le cas et le bas. Qu'on a aussi en nous. Ah, bien sûr. Donc on a tous notre. Oui, mais tu sais pas l'activer, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'est pas supraconscient, les cubes tournent très lentement. Tu n'as pas encore éveillé ton quatrième creuset spirituel. Ces cubes éthériques tournent très lentement. En état de supraconscience, quand tu sais baisser ton activité neuroélectrique, que tu vides ton esprit, la force vive consciente, le hack, s'empare de ton cerveau, de ton système cérébrospinal, et là je te garantis que ton champ aurique, là, il prend de l'ampleur. Tes cubes éthériques commencent ta Merkaba, ce qu'on appelle la Merkaba, commence à tourner, à tourner tellement vite qu'elle frôle la vitesse de la lumière. Donc un champ aurique d'une personne normale et un champ aurique d'un supraconscient, c'est pas les mêmes. C'est ce que les taoïstes appellent le Tianlong, le dragon céleste, c'est-à-dire le champ aurique d'une personne du quotidien qui ne connaît rien à tout ça. C'est très simple. Un Tianlong, c'est un dragon céleste, ça veut dire ce que ça veut dire. À un moment donné, ça prend de l'ampleur, c'est très brillant, c'est flamboyant, ça rentre en expansion, c'est autre chose, quoi. Un supraconscient a beaucoup plus de facultés mystiques que quelqu'un du quotidien. Oui, forcément. Ouais. Là, on a juste effleuré. Hein. Ouais, juste effleuré. C'est une vidéo de transition. On va rentrer dans la pulpe. On a fini l'écorce de la première vidéo à la 28. On a traité de l'écorce ésotérique. Là, on va rentrer dans la chair. On rentre dans la pulpe de l'initiation. Jusqu'à la 70. À la 70e, on rentrera dans le noyau. Et là, peut-être qu'il y a des gens qui auront raccroché tous les wagons et qui verront vraiment où ça mène. Et puis il y a ceux qui auront décroché en route, mais qui reprendront de la première vidéo jusqu'à ce que ça rentre. De la première à la 28, c'est l'écorce. De la 28 à la 70, c'est la pulpe. À partir de la 70 jusqu'à l'infini, c'est le noyau. Et à la fin, au bout du chemin, qu'est-ce qu'il y a? La supraconscience. La supraconscience. Le but de cette quête initiatique, j'essaye d'emmener les gens vers l'autoréalisation. Je ne leur dis pas ce qu'il faut qu'ils pensent, je leur apprends à penser par eux-mêmes. Je leur apprends à générer eux-mêmes des étapes de conscience modifiées qui les amèneront vers la vérité. Je ne propose pas un dogme, je propose de les auto-réaliser. C'est pour ça que je parle de toutes les voies ésotériques. Je ne suis pas en train de prôner un culte en particulier. Je parle du taoïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme, du christianisme, du soufisme, de la kabbale juive. J'essaie d'amener les gens vers toutes les voies ésotériques. Pourquoi? Parce que c'est des fleuves qui se jettent tous dans la mer supraconsciente. Et chacun trouvera la sienne, à quoi sa voie. Par sensibilité, par exemple, un juif, il ira plus vers la kabbale juive, un taoïste, il ira vers le yiking. Après, par sensibilité, tu t'orienteras vers ton fleuve. Mais il vaut mieux goûter à tous les fruits du jardin. L'exégèse religieuse, c'est d'aller étudier toutes les religions. C'est ça que tu fais, hein. Je veux dire, c'est ça que tu transmets. C'est bien, c'est clair qu'au moins on peut choisir. Une fois que tu as goûté à tous les fruits du jardin, il y a toujours un qui te plaira mieux que les autres. Le but de cette quête, c'est l'autoréalisation. Apprends à devenir qui tu es. Notre ego, l'ego, a fracassé notre soi divin. Notre état de veille nous a coupé, l'ego nous a coupé de notre soi divin, de l'homme primordial qui habite dans tous les êtres. Cet homme primordial qui vit en nous, il est en contact direct avec l'antéversus, avec l'émanation de la substance divine, alors que l'ego, il est complètement coupé de tout ça. Cette voie initiatique, elle te conduit vers ton soi divin, vers l'autoréalisation. Après, on ne te fait plus la chanson. La vérité, le mensonge, tu sais les découvrir de suite. Ça te saute aux yeux comme une évidence. Ta voie, elle est tracée après. Et de toutes les manières, tu t'aperçois après intuitivement que le vrai but de chaque existence, et le vrai progrès, il n'est pas matériel, il est spirituel. Dans l'univers, la quête, elle est spirituelle, elle n'est pas matérielle.
Le progrès, il n'est pas technologique, il est spirituel. Il faut tailler son soi divin comme un diamant. Là, ta pierre, elle est brute, petit à petit, tu vas la tailler et tu vas briller de mille feux. Pétard, il y a du boulot, mais bon, on s'y emploie. Non, il n'y a pas du boulot, il ne faut pas partir... Ah non, mais de toute façon, Moi, je te donne beaucoup de clés. On a toute une vie pour ça, donc moi, je le fais à mon pied, comme on dit. Et... Tu sais, il y a des gens qui s'égarent, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des gens qui rentrent dans une quête ésotérique, comme ça. Ils ne savent pas par quel bout le prendre. Ils voient tellement de petites ficelles, ils ne savent pas quelle pelote dévider pour arriver à la vérité. Je te mâche le travail, je t'enlève déjà tout ce qu'il ne faut pas étudier. Tu vas mettre de côté beaucoup de choses. Je te dis exactement où il faut aller étudier, je t'ai mâché le travail à 99%. Tu vas éviter de perdre ton temps avec des concepts erronés, tu vas aller droit au but. C'est déjà, je te mâche beaucoup le travail. C'est clair, c'est sûr. Il y a des gens qui perdent une vie entière parce qu'ils étudient des concepts erronés, des voies pernicieuses. Et à la fin de leur vie, à 70 ans, ils se disent « Oh là là, la vérité, elle était là ». Mais ils ont perdu toute leur vie à piocher dans des concepts erronés. Là, je te mène directement sur les bons chemins. Et les bons chemins qui sont dans les voies ésotériques des religions que je t'ai citées, ils t'amènent à la supraconscience et à l'autoréalisation. Et ça, je te le garantis. Ben ça, c'est quand même... Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube qui doivent développer des concepts comme ça, hein, j'imagine. Pas que je sache. Je crois pas, non. Non, pas que je sache. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils maîtrisent ça, ils veulent se le garder pour eux. Taïriki, ça veut dire apprendre des choses par les autres. Donc le christianisme, tu tends les mains, on te met un dogme, tu le rentres en toi. Ça, c'est Taïriki chez les Japonais. Jiriki, ça veut dire par soi-même. C'est-à-dire écouter personne, étudier et tirer la vérité, tirer la quintessence de chaque voie. Je t'amène directement au Jiriki, à l'autoréalisation. Je te mâche 99% du travail. Ben, c'est parfait. Là, on a fait qu'effleurer. On a effleuré on a effleuré le Yiking, on a effleuré un peu le tarot. On fait juste effleurer. Cette vidéo, c'est une vidéo de transition. Tu verras que petit à petit, on va développer des concepts qui sont de plus en plus intéressants. Ouais, j'imagine. Ben, c'est le but, hein, c'est bien. Alors, on y va petit à petit. C'est parfait. Bon, on comprend bien. Bah ouais, le thème de cette vidéo, c'est pas les arts divinatoires, c'est la syntonisation. La syntonisation permet de te caler sur les synchronicités. C'est la base de ce travail. Quand tu sais te mettre en résonance, c'est le but. Voilà, quand tu sais te mettre en résonance, tu déclenches les synchronicités et donc tu rentres dans quoi? Le divinatoire. C'est parfait. Bon, ben écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui. On a fait déjà un joli petit tour. Et puis, bon, ben écoutez, mettez-nous des pouces bleus toujours, des partages et parlez de la chaîne. C'est très intéressant. Je pense qu'elle commence à prendre un peu d'ampleur. C'est bien, c'est grâce à vous. Et on se retrouve pour la 31e. Et là, pareil, hein, on va enfoncer le clou petit à petit. Voilà, messieurs, dames, à bientôt. À bientôt, pardon.